Elles ont fait du chemin depuis l'époque où elles militaient encore pour leurs droits le plus fondamentaux. Les femmes sont mises en lumière ce 8 mars, journée internationale de droits des femmes, ou encore journée internationale des femmes pour ce qui concerne l'appellation officielle de l'ONU. Sur ce plateau de l'édition spéciale 8 mars sur votre chaîne CML 13, je suis accompagnée de quelques femmes de CML 13 aujourd'hui. Particulièrement, je ne veux pas dire qui est qui, parce que c'est toutes les femmes de CML 13 qui vont vous accompagner tout au long de cette édition spéciale. Sur ce plateau, j'ai avec moi Rachel Itoutou. Rachel, bonjour. Bonjour madame. Bon mois de mars. Merci à vous aussi. Comment tu t'es réveillée ce matin, 8 mars 2022? 8 mars 2022, une nouvelle histoire. Je me retrouve aujourd'hui à la télé, chose que je n'avais pas imaginée ou pensée. Mais aujourd'hui, je me retrouve à la télé pour parler de la femme. Un peu stressée, mais je pense que ça va aller. Ah, ça va aller. Déjà avec ton entrée, on sent que tout va bien. J'ai également sur ce plateau Fatouma Mouteba, la Fatouma de CML 13. Je sais pourquoi je dis ça. Fatouma, comment tu vas? Ça va, merci. Tu vas bien? Ça va, un peu stressé, parce que bon, la télé, c'est pas notre truc, mais on sent que ça va aller. Bon, je vais te poser une question indiscrète. Ce sont tes propres cheveux? Oui, ce sont mes cheveux. Ah, ok. Bon, on parle de la femme. Hein. Donc aujourd'hui, il faut vous dire chez vous à la maison qu'on parlera de tout ce qui touche à la femme. Et le programme est vraiment, vraiment vaste. C'est un long programme, un programme qui englobe toutes les couches sociales. J'espère que vous allez vous retrouver. Je vais maintenant passer à Madame Constance Chimanga. Constance Chimanga. En chair et en os, Sandra Mutombo. Ah, Constance, je vois que tu vas bien. Ah oui, ça va, bien que cette journée est un peu timide, hein. Ça on ne peut pas les nier. Mais oui, ça va, on n'a qu'à souhaiter bonne fête à toutes les femmes du monde, particulièrement à Sandra Mutombo. Je le reçois. Et on va finir avec Tania Moubouadi. Tania Moubouadi, comment tu t'es réveillée ce matin? Je te pose la même question que Rachel parce que je sens que tu es un peu fatiguée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait préparer la journée, mais bon, je m'en plains pas. Je suis une femme et je dois donner les meilleurs de moi. Donc, je suis très contente de tout le temps travailler aux côtés de femmes et hommes. Ce qui veut dire que je suis très satisfaite et ravie de l'initiative qu'a eu CML 13 pour cette édition spéciale à l'honneur de femmes, bien sûr. Donc, je suis très en forme. Merci. Très en forme. Le thème de cette année 2022 sur le plan national, c'est l'autonomisation des femmes et filles dans le contexte de lutte contre le changement climatique et la réduction de catastrophes. Je suis sûre qu'il parle bien de catastrophes naturelles. Et le thème international, c'est l'égalité de sexe aujourd'hui pour un avenir durable. Je reviens à toi, Rachel Itoutou. Aujourd'hui, pour toi, 8 mars symbolise quoi? Aujourd'hui, on parle du 8 mars. Oui, ça symbolise la fête de la femme. Mais nous devons savoir quelle qualité de femmes avons-nous aujourd'hui. Ah, j'aime ce que tu viens d'épingler là. Oui, quelle qualité de femmes avons-nous aujourd'hui? De par l'historique, on peut dire que la journée de la femme a commencé par la lutte de femmes et consorts. Mais je vais un peu aller plus loin. Je ne suis pas pasteur, je suis chrétienne, mais je vais essayer un peu d'épingler une chose qui m'avait réveillée, qui m'avait tiqué. Jésus mort. Et puis après ça, il y avait un climat de peur par rapport à la mort de Jésus, comment toutes les choses se sont passées. Mais il y a eu une catégorie de femmes qui se sont dit, bien qu'il y a la peur, bien que nous sommes avec des hommes qui ne disent rien, pour nous c'est fini, Jésus est mort, on peut voir la suite. Mais c'est cette catégorie de femmes, elles se sont levées pour dire que nous devons apporter notre touche. Elles se sont dit, on va aller parfumer la tombe de Jésus. Pour eux, je me dis aujourd'hui, si on prend cette idée, on peut parler du projet que peut apporter une femme. Elles se sont dit, on prend l'initiative, on prend un projet, on va parfumer la tombe de Jésus. Arrivé là, il y avait des gardes. Mais après, ces femmes ont
si vite découvert que la pierre a été ôtée. Pour moi, je me dis, elles n'étaient pas les premières personnes, au fait, à vivre ou à voir, à constater que la pierre a été ôtée parce qu'il y avait des gardes. Ces gardes-là étaient les premières personnes à voir que la pierre a été ôtée, mais ils étaient silencieux. Ils se sont dit, bon, si on va dire à Hérode ou aux autorités, on va peut-être nous demander les pourquoi. Mais ces femmes-là ont eu le courage de crier, de pleurer, de demander où est le corps de Jésus. Donc aujourd'hui, on peut dire que pour Rachel Itutu, la femme, c'est d'abord le courage. Oui, c'est d'abord le courage, c'est d'abord le combat, c'est d'abord le projet. Oui, c'est d'abord cette bravoure-là que la femme doit porter. Et les anges étaient venus, non pas parce que les femmes s'étaient dit, bon, on a découvert que la pierre était ôtée, Jésus n'était pas là, elles pouvaient bien rentrer et apporter peut-être le message aux hommes de venir demander où était le corps de Jésus. Mais ces femmes-là se sont dit, non, on doit pleurer, on doit demander où est le corps de Jésus. Elles étaient déterminées. La femme, c'est d'abord la détermination dans le combat. La détermination dans le combat. Dans le combat. C'est ce qui a fait que les anges sont venus avec un message pour dire que Jésus est ressuscité. Si elle n'avait pas cette initiative-là de pleurer, de demander, peut-être que les anges étaient... Donc on peut même dire que ce jour-là, ces femmes se sont transformées en journalistes. Voilà. Parce qu'ils ont donné l'information. Voilà. Ça, que Jésus était ressuscité. Voilà. Donc on retient cela. Tania Moubouadi, je reviens un peu à toi. Pour toi, 8 mars 2022, depuis qu'on a commencé avec le combat, c'est vrai que les premières luttes étaient beaucoup plus pour le vote, le droit à un travail décent, l'égalité entre hommes et femmes. Chaque année, je peux dire que les attentes par rapport à cette égalité-là sont toujours là. Parce qu'on n'arrive pas vraiment à atteindre le maximum de ce que nous voulons en termes de parité, en termes d'égalité de chance entre le sexe. Si aujourd'hui Tania Moubouadi peut placer quelques mots en ce qui concerne le 8 mars, ça serait lesquels? Merci déjà pour la parole. En fait, pour commencer, moi je dirais que cette journée, nous sommes en train de revendiquer nos droits les plus légitimes en fait. Je ne vois pas pourquoi ce distinguo-là de droits de femmes, droits des hommes. Non, en fait, ce sont des droits humains. C'est comme ça que moi, je suis en train de percevoir les choses. Déjà, il faut commencer par surseoir cette appellation-là, des droits des femmes. Nous avons tous les droits, hommes ou femmes, nous voulons que nos droits soient respectés. Nous voulons que le combat que les hommes mèneront ou les femmes soient égalitaires pour le développement, chacun soit de son pays, de son environnement ou du monde entier en fait. Il faut que les gens arrivent à comprendre ça. C'est juste, moi je dirais qu'il s'agit d'une appellation abusive, droit de femmes, droit de l'homme, alors que Dieu nous a tous créés humains. Vous savez qu'il y a d'autres personnes qui pensent la même chose, qui estiment que d'ailleurs cette journée-là, à un certain moment, nous empêche d'avoir justement gain de cause parce qu'il y a ce distinguo-là. Donc pour vous, quelle serait... Donc la meilleure initiative serait de dire droits humains, mais les droits humains ont existé. On est arrivé à faire ce distinguo justement parce qu'on a remarqué qu'il y avait toujours ce problème entre les avantages donnés aux hommes et les avantages donnés aux femmes. À un certain moment, on s'est rendu compte que même au niveau professionnel, pour le même poste, l'homme touchait plus que la femme. Et chose qui frise encore le ridicule, c'est quand on vous dit mais lui il ne va pas en congé de maternité. Il ne va pas en congé de maternité justement parce que l'humanité doit exister. Si on empêche aujourd'hui aux femmes de mettre au monde, donc ça veut dire quoi? On est pour l'extinction de l'humanité. Donc maintenant vous dites que c'est vrai, il faut peut-être dire droits humains, mais droits humains ça n'a pas marché. On a dit, bon, ok, journée internationale de droits des femmes. Là, nous sommes en 1977. Mais maintenant, pour vous, quelle serait la meilleure approche, à part droits humains, qui peut quand même permettre à ce qu'on ait plus de résultats que ce qu'on a
maintenant? Bon, en fait, moi, je pense que il faut... bon, j'insiste encore pour le droit humain. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, vous avez soulevé un point important en parlant de la naissance, la mise au monde, en fait. La femme, une fois qu'elle se décide de ne plus mettre au monde, il n'y aura plus existence des humains. Je préfère l'appeler comme ça, donc je reste encore sur... parce que, je prends un exemple un peu banal. Les hommes disent quoi? Bon, elles n'ont qu'une journée. Ça veut dire que le reste de jours nous sont consacrés, en fait. 364 sur 365. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'on parle, même s'il faut parler de droit, journée de la lutte pour les droits de femmes, non, en fait, cette journée vient juste, on rappelle, moi je trouve, vient juste nous rappeler que nous devons, en fait, être conscientes de que nous avons un combat à mener pour que nos droits soient respectés de la même façon que sont, pour que nous soyons considérés de la même façon que les hommes et éviter ces distinguos de droits de femmes, droits de l'homme, parce que en allant dans ce sens-là, on se rend compte que les combats est encore très loin d'être gagnés, en fait. Ok, voilà. D'accord, ça c'est ton point de vue. Je suis sûre qu'on va encore en parler tout au long de cette émission, cette édition spéciale 8 mars. Fidèles téléspectateurs de CML 13, j'espère que vous êtes nombreux à nous suivre. Donc c'est spécial 8 mars dans votre chaîne CML 13. Constance Chimanga, je te passe la parole. Le matin quand tu t'es réveillée, tu te dis que ce 8 mars, je veux penser à quoi? Honnêtement. Bon, à mon avis, on porte le pain tous les jours. À mon avis, je lutte. Quand je me réveille, je me dis, je suis une femme, je dois me battre, je dois travailler, je dois donner de l'amour à tous qui sont tout autour de moi. Donc, concernant cette journée d'aujourd'hui, je me suis dit, c'est une journée où nous devons faire progresser l'égalité entre hommes et femmes pour un avenir meilleur. Donc, nous luttons pour progresser cette égalité entre hommes et femmes pour un avenir meilleur. Donc, c'est une journée de réflexion, c'est une journée qui booste les femmes à réfléchir. Mais moi, je n'aimerais pas qu'on le dise de la sorte parce que quand on le dit ainsi, c'est comme si les femmes n'ont pas le temps de réfléchir sur elles-mêmes, sur ce qu'elles veulent devenir. Et nous n'attendons que le 8 mars pour commencer maintenant à revendiquer et à dire des choses. Mais à mon avis, je pense que tout, dès le départ, dès la création, a été déjà instauré par Dieu lui-même. Parce qu'une femme, d'abord l'homme a été créé avant la femme. Bien que la femme était dans l'homme, mais c'est l'homme qui a vu le jour avant la femme. Et aujourd'hui, nous les femmes, nous voulons réclamer maintenant le même droit que ces hommes-là. Mais seulement, à mon avis, je pense que nous réclamons juste la justice, qui n'est pas injustice. Mais même devant Dieu, si nous allons trop loin, vous allez trouver que Dieu aussi favorise plutôt les hommes que les femmes. Il t'a dit que l'homme... Constance Chimanga, essaye de nous expliquer lentement, mais très clairement ce que tu essayes de nous dire. Parce que là, je suis en train de sentir déjà que tu es dans l'aspect spirituel du débat que l'aspect fonctionnel. Là, on est dans l'aspect fonctionnel. Qu'est-ce que tu nous dis en ce qui concerne le côté humain de cette lutte? Et qu'est-ce que tu nous dis du côté spirituel de cette journée? Parce que là, tu fais déjà un distinguo. Oui. Les femmes, je pense que les femmes luttent d'abord pour l'égalité entre elles et les hommes. Mais nous devons savoir que cette égalité, c'est sur quel aspect ou sur quel plan? Nous revendiquons l'égalité sur l'aspect professionnel. Et non pas, nous voulons être comme des hommes ou mettre des pantalons comme les hommes. Quand on parle de mettre des pantalons, ce n'est pas le pantalon que nous portons. Donc, c'est comporter en homme. Mais il y a une confusion entre nous, les femmes. On oublie par moments ce dont nous avons besoin. On confond ce dont nous sommes à la recherche. Alors, aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour nous de pouvoir décortiquer, de pouvoir partager nos avis. Et bien qu'on peut avoir des avis un peu partagés, chacun peut avoir son point de vue. Comme à mon avis, là, je n'appuie pas trop cette démarche, bien que je sois une femme. Je n'appuie pas beaucoup, mais je me dis on peut se contenter déjà de la position que nous avons. Ok. On va considérer que c'est vraiment ton point de vue, même si je ne pense pas que ce point de vue rencontre peut-être celui des autres.
Je veux passer maintenant à Fatouma Mouteba. Fatouma Mouteba, on vient de nous dire tout à l'heure là que le combat c'est plus sur le plan professionnel. On met à côté l'égalité des chances, on met à côté l'accès, l'égalité de sexe dans le traitement, parce que cette égalité de sexe, en réalité, ça doit nous suivre même jusque chez nous, dans nos familles. Mais Constance Tshimanga met d'abord à côté tout ça. Elle dit d'ailleurs qu'elle n'est même pas pour vraiment cette histoire de droits des femmes et tout ça. Donc elle est plus dans l'aspect peut-être... Je peux dire que dans l'aspect fonctionnel des choses, elle met simplement le plan professionnel. Dans l'aspect spirituel, elle est totalement contre le droit des femmes. Je crois que c'est ça. Fatouma Mouteba, vous êtes mariée? Oui, oui. Qu'est-ce que vous pensez un tout petit peu de ce débat, de cette opinion de Constance Tshimanga? Bon, je ne veux pas entrer dans les débats avec elle, mais je dirais ce qu'il y a de moi. La femme, pour savoir, la femme est une étoile. Comme un homme aussi est une étoile. Nous sommes des étoiles à des caractères différents, à des niveaux différents, des attentes. Nous brillons, oui. Voilà, nous brillons différemment. Je suis une femme, je donne vie, je brille à ma manière. Il est un homme, il trouve de l'argent, il trouve ce qu'il faut pour peut-être prendre en charge sa famille. Il est une étoile à sa manière. Mais nous ne pouvons pas, comme elle a dit, il y a plusieurs aspects. L'aspect spirituel que je ne veux pas toucher, parce qu'elle est un peu compliquée. Si je m'hasarde d'y entrer, je risque de pâtir. Il faudrait laisser les experts nous parler sur ça. Mais je veux prendre l'aspect professionnel. Il y a une chose qui m'a toujours plu, c'était de faire le droit. Pourquoi? Pour lutter contre ces décalages entre la femme et un homme dans le milieu professionnel. Pourquoi je parle de cela? On donne des responsabilités à un homme qu'on ne peut pas donner à une femme. Soit disons la femme par rapport avec ses règles, par rapport avec ses hormones, il y a des choses qu'elle ne peut pas accomplir, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. La femme, c'est une étoile qui se surpasse. La femme est une étoile qui, quand elle veut faire quelque chose, elle le fait avec tout cœur. Quand la femme veut donner vie, elle donne vie. Quand la femme ne veut pas donner vie, elle ne donne pas vie. Alors, elle a besoin juste d'être boostée afin d'accomplir ce qu'elle veut. Et là, je rejoins l'idée de Tania qui dit, elle trouve que ce n'est pas important de dire droit de femme. Moi, je dis que c'est important. Pourquoi? Parce que si nous ne revendiquons pas et que nous disons que ce sont, comment tu as dit, les droits humains. Les droits humains. C'est vrai, nous tous nous sommes humains. Nous sommes humains, et les hommes et les femmes, nous sommes des êtres humains. Mais la femme n'a pas encore atteint ce que l'homme a atteint dans le milieu social, dans le milieu professionnel. Alors, la femme doit revendiquer. C'est pourquoi ces jours, au fait, ce n'est pas un jour. Ce n'est pas un jour. Ceux qui pensent que c'est un jour, c'est ceux qui se mettent le 8 mars en pagne et sortent et reviennent. Mais c'est toute une vie. Nous devons lutter pour ça chaque jour. Chaque jour, tu as ton travail, tu n'attendras pas le 8 mars pour dire à un homme qui s'est mal comporté, Non. Le jour J, tu es en train de lutter contre ça et tu lui fais face directement. C'est ça la lutte. Je dirais que nous sommes en train de lutter chaque jour. Nous ne luttons pas que le 8 mars, nous ne luttons pas que le mois de mars, mais nous luttons chaque jour pour que cette femme devienne indépendante dans le milieu professionnel. Nous luttons chaque jour pour que cette femme devienne indépendante. Puisqu'on parle de l'indépendance, on va prendre ce portrait d'une femme brave, une femme battante. C'est maman Tété. Elle vend du pain chaque matin pour survenir aux besoins de sa famille. Cette femme, vous allez également suivre avec nous. C'est une femme qui donne du cœur pour donner vie dans sa famille. 8 mars, Journée internationale de la femme. Chaque femme se distingue par son travail. Si certaines femmes sont dans des bureaux pour remplir leurs tâches quotidiennes, maman Tété, elle, a choisi de vendre le pain dans la commune de Matete pour nourrir sa famille. Un travail qu'elle exerce depuis 10 ans.
Chaque matin, elle quitte son lit pour se diriger vers une boulangerie de la place afin de se procurer de ses marchandises. Ça m'a pas bien. Pour y avoir beaucoup la bana, ngati leso na télévision. Les abras na nzela mapa pour la beaucoup la bana. Na la muka na ngade parce que ba 4 heures. Akego zo mapa na ngai. C'est la mutu ko zo medu na ko mu na mesa na zo tanda. Zamba sana ngangolu na zawa mo ba client na woteka peut-être 12 heures na ko 6. Mariée et mère de 2 enfants, se par la vente de pain qu'elle scolarise sa progéniture. L'une de ses filles se trouve à l'université et les frais académiques sont payés par l'argent de la vente de pain. Pour que l'intérêt dans le musala au ezali malgré difficulté à comme butu ngula mais suka sabe basu ba futo mo alifuta no en tout cas ça va na nzela musala mapa oyo azanga belamba kitoko te kolia muke na ndako tozanga ngo te moi bana ngai bazaka même ça va kana mbunga mapa oyo ala journée la femme na se plana ngo makasi po eza journée na biso na se plana ngo makasi journée na biso na se plana ngo makasi. Maman Tété quitte son lit à 4 heures dans la commune de Matete avec tout le risque. Elle est accompagnée souvent au jour le jour par son mari qui ne cesse de lui apporter secours dans son travail. Vous venez là de suivre le portrait de Maman Tété, cette vendeuse de pain qui dit ne manquer de rien grâce quand même à son activité économique, son petit commerce. Maman Patricia est sur ce plateau, elle est nutritionniste. Maman Patricia, vous avez suivi avec nous le portrait qu'on vient tout à l'heure de montrer. Quelle est votre appréciation de cette femme par rapport à ce qu'elle fait? Pour moi, déjà, c'est une activité à encourager. Parce que déjà, se réveiller à 4 heures avec toute l'insécurité qu'il y a dans la ville de Kinshasa. Mais elle a la bravoure de pouvoir quitter sa maison, atteindre la boulangerie, récupérer le pain et étaler sur les marchés comme ça. Elle nourrit plusieurs familles, déjà, mais également sa propre famille à elle. Elle ne s'est pas laisser dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui la soutient dans ça, mais elle s'est élevée d'elle-même. Et cette bravoure-là, c'est vraiment quelque chose à encourager surtout, pas seulement pour elle, parce que par rapport à l'âge, elle paraît un peu plus assez âgée par rapport aux autres jeunes filles qui divaguent à la cité sans pour autant pouvoir trouver des initiatives pour pouvoir faire de telles choses. C'est vraiment encourageant. Ok. La République démocratique du Congo célèbre cette journée consacrée aux droits des femmes sous le thème d'autonomisation des femmes et filles dans le contexte de lutte contre le changement climatique et la réduction de risques de catastrophes naturelles. Sur ce plateau, nous allons recevoir également un autre homme. Il est leader, il est jeune leader, il est multicasquette, il fait beaucoup de choses par rapport à l'encadrement des jeunes. Non seulement ça, il est vraiment impliqué dans les questions politiques. Il n'est plus à présenter, mais on va quand même le faire. Il s'agit du DG Louis-France Kouzikessa. DG Louis-France Kouzikessa fait son entrée sur ce plateau de l'édition spéciale 8 mars. On va l'accueillir et j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. Merci, merci beaucoup. En principe, je devrais commencer par la présentatrice. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai gagné. Allez. C'est de la fête, ça sent beau. Bonne fête à vous. Merci. Alors, et des autres, si vous avez un public, je peux toujours en donner. Ok. Ah, ici, il y a 4. Est-ce que je vais être injuste? Je ne sais pas. Je vais donner au plus petit. Allez.
DG Lui France Kouzike, c'est notre invité. Rachel Kitita laisse la place à notre invité. Il n'y a pas Rachel Kitita. Rachel Kitoutou. Plutôt. Ah, je fais aussi un clin d'œil. Je salue en passant Rachel Kitita. Notre consoeur qui fait un travail formidable, hein, il faut le reconnaître. DG Lui France Kouzike, ça. Est-ce qu'on peut dire que ces fleurs que nous venons de recevoir montrent que vous êtes même genré? Je suis très genré au-delà du genré. Ça veut dire, je suis plus que genré parce que je pense que un homme ne vaut rien sans la femme et la femme ne vaut rien sans l'homme. Pour vous aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire d'abord le thème choisi par le gouvernement vous parle? Non, moi-même je ne suis pas intéressé par le thème, mais je suis intéressé par la créature femme elle-même. Le thème, il s'agit d'une innovation. D'ailleurs, le thème n'est pas venu d'un homme, d'une femme. C'est un homme parce que le Premier ministre est un homme, ça c'est de un. Et de deux, le gouvernement est au masculin. Je ne vois pas l'importance qu'il faut accorder à quelque chose qui soit masculin lié au féminin. Je ne vois pas. DG Lui France Kouzike, ça plusieurs fois nous avons suivi sur le plateau. Je suis sûr que nos téléspectateurs vous ont également suivi. Vous mettez en cause dans vos débats, ça arrive que vous mettez en cause un tout petit peu la manière de gérer de notre gouvernement. Mais est-ce que sur le plan de la femme, est-ce que vous pensez que la politique mise en place par notre gouvernement, le gouvernement Sama Lukonde, est une politique qui va dans le sens de promouvoir la femme en RDC? Je vais dire, il n'y a aucune politique d'abord pour la femme par rapport à notre gouvernement. Il faut le dire comme ça. Parce que sur le plan de la considération constitutionnelle, c'est une obligation de faire du gouvernement un gouvernement genré à parité, c'est-à-dire 50-50 hommes et femmes. Mais au regard de tout ce qui se vit, s'il faut compter le nombre de femmes que vous avez, ce n'est pas plus de 5. Pour un gouvernement de plus de 40 ministres. C'est déjà un échec. Et en plus de ça, il faut que dans chaque gouvernement du monde, s'il faut parcourir, vous allez regarder, chaque gouvernement a une politique rationnelle, réelle, mise en place pour régler la question de la parité hommes et femmes. La parité hommes et femmes est aujourd'hui une exigence non seulement constitutionnelle du point de vue du droit positif congolais, mais aussi du droit international qui voudrait, quand nous parlons de l'égalité, il faut rappeler tout de suite parce que il y a beaucoup de choses, si vous me permettez que nous puissions quand même le partager. Vous avez la liberté. Les concepts parité, hommes et femmes, il faut que ça soit bien compris. Il faut l'enseigner. Avant de revenir sur les thèmes, c'est quoi la parité? La parité est ici considérée dans son origine comme une égalité juridique. L'égalité juridique entre l'homme et la femme sur le plan du traitement, sur le plan des procédures devant la loi, sur le plan de partage de responsabilités politiques, sur le plan de l'orientation académique ou scolaire. C'est-à-dire quoi? Tout ce que l'homme fait, la femme doit le faire. Ici, l'idée est ne pas de faire l'homme égal à la femme, mais l'homme comparable à la femme, sur le plan du traitement. La Constitution, quand elle parle de la parité, elle fait allusion ici à la chance que le gouvernement, que les institutions de la République doivent accorder à la femme pour subir un traitement proportionnel à l'homme. Parce que vous le savez, Madame Sandra, je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe de CML 13 Télévision. Je vous salue en passant. Il faut rappeler tout de suite que dans le passé, avant la constitution de Belgiran ici et puis la constitution de 2006, il y avait un aperçu juridique. L'aperçu juridique était ici de noter qu'il y a des travaux que la femme ne peut pas faire au regard de son état physique, que nous appelons son sexe féminin. Ce genre-là, lui a discriminé par la société parce qu'il y a des fonctions gouvernementales que la femme ne peut pas exercer. Il y a des options, c'est-à-dire des facultés que la femme ne peut pas faire. Il y a eu beaucoup de restrictions comme ça. Or, lorsque le droit international... Lié au sexe et non à la capacité réelle de la femme. Lié au sexe, c'est-à-dire une discrimination liée au sexe. Lorsque le droit international vient, le premier aspect à réglementer, et que je vais vous dire, Madame Sandra, c'est que dans le monde, la femme a toujours été plus intelligente que l'homme. L'UNICEF, s'il faut interroger...
C'est notre journée, il faut nous permettre. Il faut regarder l'UNICEF, le statistique. Vous verrez que les coefficients intellectuels, la capacité intellectuelle de la femme est plus élevée que de l'homme. Et même la femme est plus forte que l'homme. Mais l'homme fait beaucoup de physique pour dominer la femme. C'est comme ça qu'il faut apprendre les sports pour arriver à tabasser la femme. Je suis désolé, je vais vous dire que depuis que je suis né, je n'ai jamais levé la main sur la femme. Non, certainement, je condamne. Je condamne ceux qui les font. C'est-à-dire quand le droit international vient, vous lisez l'article 215 de la Constitution qui dit que les traités et accords internationaux dûment ratifiés par la RDC ont une prépondération sur le droit interne. C'est-à-dire que toutes les conventions au niveau international qui veulent faire de la femme égale à l'homme, la RDC doit se soumettre. Alors voilà pourquoi, quand on vote la Constitution, on tient compte de cette égalité. Mais malheureusement, cette notion pour les hommes, cette notion n'est pas encore inculquée. Et cette notion est très mal interprétée par les femmes. C'est là où il y a deux nuances. Mais DG lui oui, Madame Sandra. S'il vous plaît, je veux vous arrêter un tout. Oui, il faut toujours m'arrêter parce que je parle beaucoup. Lorsque vous nous dites que c'est pas très bien compris d'abord au niveau de l'homme et c'est pas très bien compris au niveau de la femme. On va partir sur base de ce que vous avez dit au départ que le gouvernement actuel d'ailleurs, c'est déjà une prépondérance exagérée d'hommes. Dans le gouvernement. Femmes. Donc ça veut dire que les personnes qui doivent mettre en exécution des traités, que ce soit concernant la sous-région, que ce soit la région et les traités internationaux, ça veut dire que c'est le gouvernement, c'est le pays, c'est l'État qui doit militer dans ce sens-là. Absolument. Maintenant, aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qui manque pour qu'on ait cet accompagnement-là? Qu'est-ce qui manque pour qu'on arrive à inculquer à l'homme les vraies valeurs de ces traités? Et qu'est-ce qui manque pour que la femme arrive à percevoir ses droits comme il le faudrait, pour qu'il n'y ait pas amalgame? Et aussi, qu'est-ce qui manque selon vous pour qu'au niveau même, je peux même dire de manière terre à terre, au niveau de la population la plus, même analphabète, qu'on arrive quand même à porter ce message-là par rapport aux droits des femmes? Il s'agit de trois choses. La première chose, c'est la gourmandise politique. La deuxième chose, c'est l'intempérance politique. La troisième chose, c'est la civilisation. Trois choses. Gourmandise politique. Oui, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'homme est naturellement gourmand. De nature. Les femmes doivent se battre pour que la gourmandise de l'homme soit tempérée, soit modérée. On n'oublie pas leurs ambitions. Absolument. Je vais vous donner un cas. Lorsqu'on compose les gouvernements, lorsqu'on va aux élections, à l'échéance électorale, par exemple, de députés nationaux, provinciaux, la chance qu'on accorde à une femme n'est pas la chance qu'on accorde à un homme. Pour un homme, on sait que la femme, demain, elle peut être le 4e bureau, 3e bureau du Premier ministre, du ministre, du député, il n'y a aucun problème. Mais si l'homme ne se bat pas, c'est toute la famille qui s'en va. Même si en réalité... Nous sommes en train de deviner les problèmes. Oui, oui. Pour l'idée, l'homme pense que la femme peut déjà se retrouver ailleurs. La gourmandise. Il faut que ce soit l'homme, parce que la femme, elle, pour l'homme, la femme est déjà riche. Elle sait comment elle s'en sort. Or, c'est très aberrant. Deuxièmement, l'intempérance. Vous savez, le caractère modéré de la créature sur le plan sociologique voudrait que, pour que vous puissiez vous-même d'abord manger, il faut privilégier aussi l'autre. C'est ce que Jésus faisait. Jésus faisait d'abord manger les disciples, lui manger après. C'est ce que l'homme devrait faire. Mais l'homme, lui, préfère d'abord manger lui. S'il le laisse un peu, il le donne à la femme. Et si ça ne reste pas, demande à la femme de préparer autre chose. D'innover. La civilisation. Combien d'hommes lisent les traités et accords sur la parité ou l'égalité de l'homme et femme au niveau international? Combien? Il faut poser la question, je ne sais pas si le Premier ministre a un seul article en tête. Je ne sais pas, je n'ai pas dit qu'il n'en a pas. Je ne sais pas. Il faut civiliser les mentalités de comprendre que la femme, elle, n'est pas la femme qu'on avait hier. La femme aujourd'hui, la République est construite aujourd'hui par des femmes.
Le monde est aujourd'hui innové par les femmes. Et s'il faut regarder le gouvernement des femmes, regardez le gouvernement de Ellen Johnson, Libéria. C'est avec Ellen Johnson que Libéria a été reconnu en Afrique ici comme parmi les pays les plus développés. Mais ici, nous avons combien d'hommes qui sont devenus présidents? Voilà pourquoi moi, à ce jour, j'ai fait une recommandation que nous devons tenter avec une candidate président à la tête du pays. Certainement, ça peut aller. Certainement. Tout à fait d'accord avec Alors, mais là où j'ai des conseils à donner aux femmes aujourd'hui, c'est que il y a entre d'une part la lecture juridique et la considération juridique de cette question de la parité, la considération politique et la considération sociopolitique et même biblique de cette question de la parité. C'est là où on est les problèmes. Je vais vous dire que la Constitution tire son origine à la Bible. La Constitution est née de la Bible. L'inspiration de créer la Constitution est issue de la Bible. Et même les articles, ce qu'on appelle les versets. La Constitution dit l'homme égal à la femme. Ce n'est pas égal à la femme qui signifie que l'homme doit se mesurer à la femme. Non. Selon la loi, l'égalité, c'est le fait d'être égal en termes de droits et de devoirs, de traitement, de quantité ou de valeur, d'accès aux possibilités et aux résultats, y compris aux ressources. Je le disais ici, qu'il s'agit des traitements que l'État, les institutions doivent réserver à l'homme vis-à-vis de la femme. Si l'homme a commis une infraction et qu'il doit être géré, il doit être jugé proportionnellement à la femme. Mais contrairement à la Bible qui dit que l'homme reste le chef de la maison, c'est là où maintenant le débat doit commencer. Et les hommes et les femmes, vous devez être ouvertes, madame, à accepter ce débat-là. Vous lisez la Bible, comment vous pouvez comprendre que la Constitution dise que l'homme et la femme doivent être égaux devant la loi. C'est ce qu'on appelle l'égalité juridique entre êtres humains. Mais de l'autre côté, la Bible dit l'homme c'est le chef de la maison et la femme doit être soumise. Parce que c'est elle qui a mangé le fruit interdit. Donc, vous voulez maintenant, maintenant je vais me soumettre à un exercice. Je ne veux pas que je reste moi-même dans la parole. Maintenant, on va discuter ensemble. Il faut que ça commence. On dit nous devons être égaux. C'est-à-dire égaux signifie quoi? Vous êtes à la maison, et un jour vous vous préparez, madame Sandra, un autre jour papa prépare, un autre jour c'est elle qui fait la vaisselle, l'autre jour c'est vous-même, un autre jour c'est celui qui doit s'occuper des enfants, un autre, c'est comme ça. DG Louis-France Kouzike, ça. Je pense que ça c'est beaucoup plus culturel. C'est selon les pays que selon... Non, je veux que nous puissions maintenant parler... Parce que si on parle du droit, comme vous avez dit, en ce qui concerne les questions juridiques, on est dans le bon. Mais on se sépare, je crois, vous et moi. Mais c'est comme ça que moi je voudrais que nous puissions discuter. Madame Sandra, je veux que maintenant nous puissions discuter. Quand on dit un homme est chef de la femme, c'est-à-dire il y a déjà ce qu'on appelle la hiérarchie des normes en droit. Ça veut dire déjà que c'est pas la femme qui engage la femme. C'est ce que je veux que nous puissions c'est l'homme qui engage une femme. En une seconde, je vais ajouter. Nous avons le président de la République. Donc, à un certain niveau, Sama Lukonde, tout premier ministre qu'il est, il ne peut pas engager l'État. Si on veut déclarer la guerre à l'un des pays voisins qui estime que la RDC est devenue comme sa chose, ou bien une partie de la RDC lui appartient, si on décide par exemple de déclarer la guerre à ce petit pays-là, qui est peut-être notre voisin, ça ne sera pas le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui va le faire. C'est là où je voulais que moi je vous pose la question. Des questions liées que vous, maintenant, au chef de l'État. Vous puissiez en tant que femme sur ces plateaux dire ce que vous pensez. Moi je vais poser une problématique. Quand on parle de la hiérarchie des normes, il n'y a pas d'égalité. C'est-à-dire quoi? Il y a un chef, il y a un subalterne. Point. Parce qu'il n'y a pas deux chefs. Il n'y a qu'un seul chef et un autre subalterne. C'est ça la hiérarchie des normes. Par contre, la loi dit l'égalité. Ça signifie que vous êtes tous deux égaux, il n'y a pas un autre supérieur à l'autre. Maintenant, je veux que nous puissions nous mettre d'accord. Quelle compréhension nous devons avoir de l'égalité juridique des êtres humains devant la loi, devant la Bible, mais devant Dieu. Mais moi, j'ai un point de vue à donner si vous allez l'accepter. Donnez votre point de vue, après on passera la parole à Tania qui va poser une question. Moi, mon point de vue est celui-ci. C'est au niveau sémantique
au niveau rationnel de la chose, de comprendre quand est-ce que l'homme est chef de la femme. Moi, je veux. Je veux que l'esprit, l'interprétation, là, s'il y a des pasteurs qui ont fait, je ne sais pas comment on appelle, la théologie, essaye de prendre la loi, la conformer à la Bible pour dire que les hommes ont abusé de cette affaire de chef. Parce que, Madame Sandra... La Bible nous dit, celui qui veut être chef, qu'il soit d'abord... J'aime beaucoup. Je vous ai amené là-bas parce que vous-même, vous lisez de temps en temps la Bible et vous animez l'émission Vie chrétienne. C'est très important. C'est comme ça que je voulais que nous puissions quitter. Parce que sur le plan du droit, il faut noter que le gouvernement est incapable d'appliquer la parité en RDC. 2, il n'y a aucune volonté, que ce soit dans les chefs du président, que ce soit dans les chefs du gouvernement, que ce soit dans toutes les institutions de la République, de voir les femmes être égales devant les hommes. Il n'y a pas de volonté. Sauf il y a l'intention. L'intention ici, c'est pour satisfaire l'opinion. Non, tout ça dit quand même, hein, Bomoni, le président Mokonzamboka, Asa genré. Mais il faut interroger ces femmes-là. 1, 2, les critères. Parce que quand vous parlez de l'égalité, de la même manière que vous avez des critères sur les hommes, et les critères sur les femmes. Pour que dans un gouvernement de 40 ministres, qu'on ait ne fût-ce que 15 femmes et 25 hommes. Si pas 20 hommes, 20 femmes. Point. Ça, c'est le droit. Maintenant, la Bible dit, il y a un chef. Signifie, c'est lui qui donne la loi et c'est lui qui exécute. Donc, c'est lui qui donne les instructions et c'est lui qui exécute. Je veux que vous puissiez maintenant réfléchir ici. Nous allons appliquer la Bible, qui signifie que les hommes vont rester les chefs, ou nous allons appliquer la loi, qui signifie que nous sommes égaux. Je veux répondre à cette question. Après, je passerai directement la parole à Tania Moubouadi qui va vous poser la dernière question avant qu'on se sépare. Je veux déjà vous dire que sur le plan juridique, on applique ce que l'État a prévu. Mais dans la famille, on viole la Bible. On ne viole pas la Bible. Ouais, il faut choisir, Madame Sandra. Soit vous violez l'un, soit vous violez l'autre. Non, on ne viole pas. Oui. Le Seigneur dit que celui qui veut être chef soit d'abord serviteur. Le Seigneur dit... Ça, c'est l'interprétation. C'est pas l'interprétation, c'est ce qu'il a dit. C'est pourquoi il avait lavé les pieds de ses disciples. Pierre dit, non, tu ne me laveras pas les pieds. Jésus-Christ lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Donc ça veut dire quoi? Le chef, il n'est pas là pour écraser. Le leadership écrasant, c'est ce leadership-là qui amène à la dérive. Selon la Bible, celui qui est chef se sacrifie pour les autres. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous allons dans... Le chef qui te laisse périr tue déjà les débats. Donc ça veut dire quoi? Le chef qui te laisse périr, c'est pas un chef. Moi j'ai une question pour vous. Nous sommes en train de parler du chef. DG France Kouzike, ça c'est notre journée. Je vais finir par là. DG France Kouzike, ça je veux chuter par là. Admettons que vous avez une sœur qui a épousé un homme qui vous a dit au départ qu'il était chrétien. Mais la femme se retrouve chaque jour avec des bleus. Vous ne savez pas que chaque jour elle est battue. Chaque jour elle a des fractures. Fracture de la mâchoire, fracture de côte. Chaque jour elle est battue. Par les chefs. Par celui qui est censé être chef. Donc ça veut dire quoi? Là on doit appliquer quelle loi? Dites-moi quelle part... J'ai lu de Genèse Apocalypse, je n'ai pas de prétention. Je vais le dire sans prétention. Je m'excuse, madame, c'est une très bonne problématique. Oui. Je pense qu'ici... Là, maintenant, on va... Non, je pense... Une seconde seulement. On reste sur votre logique. Non, on reste d'abord sur votre logique. Une seconde, oui, je vais rester dans cette logique. Oui. Permettez-moi, donnez-moi juste quelques secondes. Ça signifie qu'il y a entre autres ce qu'on appelle la détention du statut en droit et ce qu'on appelle l'usage du statut. Ce sont deux choses. Dans l'usage et dans la détention, moi je pense que... Je peux terminer, non? Oui, termine. Vous me laissez terminer. Oui, terminez. Il y a entre d'une part, il n'y a pas de problème, entre d'une part la reconnaissance d'être chef, nous devons tous nous mettre d'accord que le rôle du chef, c'est d'instruire. Point. Et d'une autre part, l'usage, ce qu'on appelle l'organisation, la réglementation de l'usage de ces chefs-là. C'est-à-dire, le rôle du chef, c'est quoi? Ici, ça doit se passer comme ça. Ici, ça doit se passer comme ça, non dans la violence, mais dans l'ordre. Le chef est là pour coordonner.
Le chef n'est pas là pour taper. Non, non. Exactement. Vous n'êtes pas DGA ici pour commencer à taper les agents. C'est pas comme ça. C'est non-sens. Mais il faut seulement mettre d'accord que vous et Tania, vous n'êtes pas égal. Sur le plan hiérarchique ici à Semel. J'ai besoin de vous prendre comme un homme et prendre Madame Tania comme une femme pour dire que si demain vous êtes papa et maman, c'est que vous êtes chef à Madame Tania. Vous devez donner des instructions, des orientations. Vous devez coordonner, pas taper. Mais j'ai besoin maintenant de faire cette comparaison avec la loi qui dit vous devez être égal. Vous devez être égal à Madame Tania. Madame doit être égale à vous. Comment vous pouvez interpréter ça? Qu'est-ce que nous allons appliquer? La loi ou la Bible? Moi, je veux donner un exemple simple, puis après, je passerai finalement la parole à Tania Moubouadi. Je donne un exemple simple. J'ai 2 enfants. Je vais lui donner le nom de Gaylor. Et je donne à l'autre, la fille, le nom de Sabrina. Gaylor et Sabrina doivent aller à l'école. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'argent. Si Gaylor doit rester à la maison, ça veut dire que si Sabrina reste à la maison, ça veut dire que Gaylor doit aussi rester à la maison. Quand on parle de l'égalité des chances, quand on parle de l'égalité de la parité homme-femme, l'égalité des chances, l'égalité de sexe, on fait référence justement à toutes les possibilités qu'on doit donner à chacun pour que chaque personne arrive un jour à devenir une personne importante pour la société. Lorsqu'on parle de l'égalité, de la parité, on fait référence à tout ce que les parents aussi doivent faire pour que chaque enfant, que ce soit fille ou garçon, il n'y ait pas de discrimination dans le choix. Ça, c'est la loi. La discrimination, exactement. Maintenant, la Bible. Mais même la Bible est pour ça. Oui. C'est pourquoi je dis que 2 fois, c'est une question culturelle. Je vous donne un exemple. Vous allez en Inde, c'est la femme qui donne la dot. Et la femme qui n'a pas la dot, et cette femme qui n'a pas la dot ne peut pas épouser un homme qui est riche. Et si il arrivait par le pur de hasard qu'elle épouse, elle trouve un mari riche, elle sera toujours minimisée, elle sera toujours piétinée parce que c'est une femme qui n'a pas amené la dot. C'est pourquoi je dis que si on veut amener le débat dans ce sens-là, on risque d'être un peu désynchrone nous tous. Parce que 2 fois, les choses sont liées à la culture au lieu d'être liées à autre chose. Je donne encore un exemple. J'ai des amis qui sont en Europe. L'homme prépare, la femme prépare. Mais j'ai aussi des amis qui sont ici, qui vont en Europe régulièrement et qui rentrent régulièrement. Donc ça veut dire que lorsqu'ils arrivent, ces amis arrivent en Europe, elles ne changent pas. Elles font le repas pour elles. C'est comme ça. Elles n'ont vu que ça. On est le fruit de notre environnement. On est le fruit de notre culture. On est le fruit de notre coutume. On est le fruit de notre éducation. Donc maintenant, je vois mal qu'on se dise qu'il faut faire un distinguo entre l'application de la loi. Ça, on est d'accord. Alors, Madame, donc on ne peut pas lier ça sur le plan. Voici le problème que je vous ai amené ici. C'est votre jour, c'est votre mois. Nous avons besoin de réponses. Nous n'avons plus besoin de problèmes. Voici les problèmes que nous apportons. Et vous allez par la même occasion permettre à Tania Moubouadi qui va poser directement sa question. Voici ceux qui sont à la maison devraient retenir. Nous les hommes, prenez comme si je voulais représenter tous les hommes ici et vous représentez toutes les femmes du monde. Parce que vous avez parlé de la culture. La culture en matière de la parité est universelle. Parce que la réglementation de la parité est d'abord du droit international qui implique tous les États et les organisations. C'est-à-dire que les exceptions sur la manière de faire appliquer la parité, il peut y avoir des exceptions à peu près. On est tout à fait d'accord avec vous. Voici le problème qu'on vous a apporté. D'une part, on dit ceci. L'homme et la femme sont égaux devant la loi. C'est-à-dire, nous l'avions dit ici, vous et moi, nous avons le même langage, le traitement qu'est l'État. Quand nous parlons de l'État, c'est sur le plan organique, sur le plan institutionnel, que le parent, sur le plan sociologique, doivent accorder à l'homme proportionnellement à la femme. Ça, c'est la loi. Mais la Bible dit, l'homme doit rester le chef de la femme. Alors, on se pose la question, est-ce que dans les chefs, il n'y a pas déjà d'égalité? Il y a une intention discriminatoire cachée, ce qu'on appelle l'intention tacite. De dire, toi tu es chef, tu es supérieur. Parce que quand on est chef, on est supérieur. Alors on se pose la question à ce jour du 8 mars. On va rester appliquer
l'égalité des hommes et des femmes, c'est-à-dire les mariés, ceux qui sont hommes et femmes, vont rester égaux, ou on va faire référence à la Bible qui dit l'homme va rester le chef, parce que le chef est là supérieur pour coordonner, instruire. C'est là où je vais demander vos réponses, et nous, en tant qu'hommes, nous allons prendre acte de vos réponses, et nous allons mûrir les recherches. Succinctement, prenez acte de ceci. Fidèles téléspectateurs, non, je vais d'ailleurs vraiment m'adresser aux fidèles téléspectatrices de CML 13. Par rapport à la question que vient de poser plutôt le DG Louis-France Kouzikessa, que vous connaissez très bien, moi je dirais ceci, individuellement d'abord. C'est vrai qu'il m'a, je ne sais pas moi, il m'a doté la casquette de parler au nom de toutes les femmes. Je dirais ceci, en ce qui concerne l'État, on est tous égaux. Dans la famille, si vous êtes chrétien, appliquez la Bible. Tania Mouboua dit, tu as la parole. Donc on va appliquer les deux. Tania Mouboua dit, tu as la parole. Alors, merci beaucoup. DG Louis-France, moi, ma question est la suivante. Ah oui, Madame Tania. Que faut-il, d'après vous, réellement faire pour une véritable promotion de la femme et de ses droits ici en République démocratique du Congo? Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, la femme doit se promouvoir elle-même. Il ne faut pas attendre que les hommes vont s'arranger un jour pour vous promouvoir. Ça ne viendra pas. Même Dieu l'a dit que le salut est individuel. Chacun doit prendre d'abord les fardeaux et le souci de chercher la promotion. Parce que l'homme aussi a besoin de sa promotion. Vous savez que tout depuis du début à la fin de l'année, il n'y a pas une journée des hommes. Parce que vous avez déjà 364. Donc l'homme a déjà besoin lui-même aussi de se promouvoir. Donc s'il doit commencer à se préoccuper encore de la promotion de quelqu'un d'autre, ça va être un retard pour lui-même. Par contre, nous avons l'obligation, nous en tant qu'État, nous avons l'obligation en tant que ratificateurs de conventions et traités liés à l'égalité des sexes, deux hommes et deux femmes devant. La loi, cette égalité-là doit être d'application de façon obligatoire. 1. 2. Il faut que l'État mette en place des mécanismes de coercition, des mécanismes coercitifs, des mécanismes de contraignance, de manière à réglementer de façon rationnelle la question liée à la discrimination féminine. Au-delà des hypocrisies que vous, parce que je n'aime pas l'hypocrisie, au-delà de l'hypocrisie que vous allez apprendre dans toutes les télévisions aujourd'hui, madame, le Premier ministre a dit ça, le gouvernement a dit ça, c'est de l'hypocrisie. En soi, la discrimination existe. Dans notre pays, il y en a. Que ce soit la présidence là-bas. Posez la question, le président, combien de conseillers, il y a combien de femmes conseillères? Mais le même président peut vous dire, écoutez, moi je suis un homme genré. Mais il faut interroger les faits, madame. Il ne faut pas rester dans le discours. Le discours est toujours là pour convaincre. Donc, il faut que ça soit une réalité. Il faut que les hommes sachent une chose. Que quand tu parles de la femme, tu parles de ta mère. D'abord. Quand tu parles de la femme, tu parles de ta sœur. En soi, l'idée que vous avez des femmes parce que vous voulez parler de la femme de quelqu'un d'autre. Ne sachant pas que personne ne peut se dire qu'il n'a pas de femme dans sa famille. Personne. Alors personne. Que ce soit le président, que ce soit moi qui vous parle, que ce soit quiconque qui nous suit, a des sœurs, a une maman, et plus grave encore, là où moi je soutiens les femmes. Vous savez pourquoi? Parce que les fardeaux que la femme soulève sur la croissance de l'enfant, l'homme ne peut pas. Je vais vous faire un petit témoignage aujourd'hui. C'est une affaire que j'ai trouvée la nuit d'aujourd'hui et je suis obligé de vous la partager. La nuit, nous avons, l'enfant est tellement en mouvement au point que moi-même, je rentre avec toutes les fatigues du monde. Je ne peux pas. Je quitte, je change de chambre. Parce que l'enfant saute, l'enfant touche à ceci, l'enfant... Tu ne peux pas dormir. J'ai changé de chambre, j'ai fui, c'est-à-dire que je ne pouvais pas. Hein? Oui. Alors, la maman aussi, elle est fatiguée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un habit. Elle lie l'enfant derrière le jambe ici. Elle s'accroche elle aussi. Donc l'enfant ne pouvait plus bouger, même quand elle fait des mouvements. Elle ne pouvait plus sauter les lits. Et toutes les deux dorment. Je sens que l'enfant est lié à la maman à travers un habit.
Alors moi, quand je viens 2 heures après, je sens qu'il y avait du calme, il fallait maintenant venir contrôler les mouvements, tout ça. Vous vous rendez compte que l'enfant est lié. L'enfant est lié par les pieds et l'enfant est endormi. Et cette méthode, ça ne peut pas venir de moi. Vous pouvez rester 1000 ans, madame. Je ne peux pas avoir cette intelligence-là. Pas du tout. Donc c'est une façon de vous dire que les femmes, ce que vous faites. Un enfant sans père peut vivre et devenir président. Sans mère, c'est un koulouna. Ça, il faut le noter. On avait toujours voulu que papa meure avant maman. Ça, c'est tout ce que nous, on disait. Quand on te demande à l'école, non, papa, non, maman, oh, papa. Vous savez pourquoi? Parce que quand maman est là, il y a de l'espoir. Mais quand papa est là, papa peut trouver une maman qui vient avec des choses que vous connaissez certainement, que je ne peux pas vous raconter. L'enfant est dans la rue. Mais quand c'est maman, l'enfant ne sera jamais dans la rue. Donc, ce que nous devons faire pour répondre à votre question, pour terminer par là, il faut que le gouvernement prenne cette question au sérieux. Et que je me dis que ça ne soit pas seulement une journée ou un mois, que ce soit une question de tous les jours, une politique réelle, de savoir que l'homme et la femme sont égaux. Mais moi, je pense même qu'il faut ajouter beaucoup de privilèges à la femme. Il faut dépouiller l'homme de plusieurs pouvoirs donnés à la femme. On va se quitter avec le DG. Je vois que les hommes ne vont pas me tabasser en sortant d'ici. Sur ces belles paroles, DG Louis-France Kouzikessa, merci. Merci Madame Sandra. Invitation et merci pour les fleurs. Non, merci beaucoup. Chacun de nous en a reçu. Je vous témoigne ma reconnaissance, mon accompagnement, les femmes de SEMEL comme de la République. Un jour, quand je deviendrai président, il y aura une loi spéciale liée à la réglementation parce que j'en conçois déjà. Vraiment, il faut garder les images. Hein? J'ai au total 4 lois que j'ai déjà conçues moi-même, entre autres la loi relative à la parité. Quand je deviendrai président de la République, retenez cette émission enregistrée là. La question de la parité ne sera plus des thèmes, mais vous allez faire référence à une loi qui va exister, de savoir dans les foyers comment l'homme doit se comporter vis-à-vis d'une femme. Quand on apprend que l'homme se comporte vis-à-vis de la femme, il y a une loi, on vous prend, on vous arrête et on vous met en prison. Ça va se passer comme ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais demander maintenant à la régie de nous passer un autre portrait. Cette fois-ci, il s'agit d'une femme photographe. Elle fait des images à couper des souffles. On va la suivre. Il est 8 h du matin. Le soleil commence à darder ses rayons. La jeune artiste photographe rejoint son atelier de travail pour se lancer sans tarder dans l'exécution de ses activités quotidiennes. Disposant de tout le matériau nécessaire dans la réalisation de ses œuvres, Anastasie Langou met tout en œuvre pour atteindre en fin de journée ses objectifs fixés. Après ses études de droit, elle a opté pour le monde de la photographie. Malgré de nombreuses contraintes, Anastasie Langou s'est affirmée rapidement dans son nouveau métier. Abordant le thème prétenu cette année à l'occasion de la Journée internationale de droits de la femme, l'idéal pour elle est d'accompagner les femmes. Voilà pourquoi, dans la réalisation de ses œuvres photographiques, elle met la femme en avant-plan. J'ai choisi la photographie comme canal d'expression. Et dans ma photographie, beaucoup de gens, quand ils viennent dans mes expositions, ils constatent que je mets la femme en avant. La majorité de mes photos, ce sont des femmes qui sont dedans. Donc, j'utilise la femme comme... je peux dire parce que je suis déjà une femme. En même temps, la femme me sert juste un canal pour moi pour exprimer, pour questionner la société, en fait, sur plusieurs sujets, tels que les questions liées au genre, le patriarcat et les matriarcats. Je questionne beaucoup ce sujet où la femme, elle doit se défendre, elle doit toujours se battre pour imposer une idée ou une façon de voir les choses, en fait. Et pour moi, la photographie, c'est juste un outil pour donner la parole à moi-même déjà en tant que femme et aussi à d'autres femmes. Parlant de la promotion de l'égalité de la femme face aux hommes, la jeune artiste photographe croit à la parité. L'égalité concerne l'homme et la femme. Et puis une société, pour qu'une société soit développée, il faut que la femme contribue. Parce que c'est elle qui est la mère, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui éduque, c'est elle qui... Je ne sais pas, sans la femme, comment serait notre société. Je ne vois pas une société développée sans la femme, en fait.
Et si on répare dans nos coutumes, si on répare dans nos valeurs ancestrales, on va voir que la femme joue un très grand rôle dans l'éducation, dans l'initiation. Donc je crois que la femme a une grande puissance qu'elle ignore encore. Moi je pense qu'elle ignore encore parce qu'elle-même elle n'est pas sûre de ses capacités. Voilà pourquoi je pense que la femme elle doit s'y réveiller, elle doit reprendre toutes ses valeurs traditionnelles, je ne sais pas moi, mais juste qu'elle doit comprendre qu'elle a un très grand rôle à jouer. Pour Anastasie Langou, c'est dans la photographie qu'elle a trouvé sa liberté et ses motivations. Un domaine qui l'a séduit, tout en étant consciente qu'elle allait travailler dans un univers dominé par des hommes. J'aime la liberté et la photographie m'a donné cette liberté-là. Je m'exprime comme je veux je suis rebelle et la photographie me permet de montrer ce que je peux donner en fait, comment je peux les donner. Et c'est juste avec la photo que j'arrive à les donner. C'est magique et c'est formidable parce que l'intégration n'était pas facile. Déjà, tu es une femme, tu viens dans un métier où les hommes sont majoritaires. Tout le monde te regarde de haut, elle est venue faire quoi, qu'est-ce qu'elle cherche. Personne ne te considère vraiment. Tu dois t'imposer, tu dois travailler plus, tu dois faire plus, tu dois montrer que ce n'est pas de la blague. La jeune artiste s'est dit satisfaite d'avoir trouvé sa voie et aussi prouvé que l'art de la photographie fait partie de métiers nobles où elle s'exprime librement. Une profession qui lui a assuré son indépendance économique. Mes parents, ils voyaient comme si j'ai dérouté parce que pour eux, les droits, ça m'offrait tout en fait. Ça m'offrait la chance d'avoir un bon boulot, d'être à l'aise, mais ils voyaient la photographie. Donc d'abord, dans notre pays, ce n'est pas considéré, ils ne comprenaient pas. Mais quand même, grâce à la photographie, j'ai mon studio, j'arrive à m'entretenir, je suis une femme indépendante. Sa détermination ainsi que son manque de complexe face à la jante masculine lui ont permis de rafler un trophée lors d'un concours qui l'a opposé à 12 hommes, elle qui était une candidate féminine unique. Anastasie Langou a également mis en place une structure qui promue l'art photographique. Elle y organise de nombreuses activités, notamment le masterclass, les conférences, les expositions et bien d'autres.